Bon matin. Il y a quelques semaines à peine, j'écrivais que il y a des gens qui ont raconté un jour que l'avenir appartenait à ceux qui se lèvent tôt. Et je me suis dit, si on s'était trompé, si au lieu de se lever tôt, l'avenir appartenait à ceux qui se lèvent, point, ben aujourd'hui, 10h32, je me lève. Je commence à faire des podcasts après 36 ans de radio. Eh ben, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Et l'important, je me suis toujours dit, l'important, c'est pas de dire ce qu'on fait, c'est vraiment d'assumer ce qu'on fait. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de raconter des trucs, de partager des trucs avec des gens que j'aime, des gens que j'apprécie, des gens qui ont des choses à dire. Et puis ça commence avec Jean-Marie Lapointe. Jean-Marie Lapointe, qui est un peu comme Mère Teresa, mais musclée. Salut. C'est bien fait. Ça commence comme ça, ça commence comme ça. Écoute, Jean-Marie, cette semaine... Dis celui qui a un thème musical qui inspire un peu un mix de James Bond puis Bozo le clown. Alors, ouais, exact. Ben oui, mais j'accepte, hein. J'accepte. On est dans la semaine de la Saint-Valentin. On a dit bonne Saint-Valentin à toutes les belles filles et on a dit à toutes les moches, on se reparle à l'Halloween. Jean-Marie, la beauté pour toi, parle-moi de la beauté. Qu'est-ce que ça représente? T'es quelqu'un qui fait attention à ton body, qui fait attention à ton image. T'es un gars qui aime les gens, qui est attachant. La beauté pour toi, ça représente quoi? Ben, je pense que la beauté, c'est une question de perception. Tu sais, si moi, je regarde une œuvre d'art, tiens, je vais faire un test, tu sais. C'est super mignon. Regarde ça, c'est très enfantin, c'est magnifique, c'est cute, c'est un petit oiseau. Alors moi, là, ça, c'est de la beauté. Moi, je la regarde. La beauté, c'est ce qui séduit mon œil. L'œil, on a plein de sens. L'œil, la vue, c'en est un. C'est un des magnifiques sens qu'on a. Ceux qui ont la chance de voir peuvent comprendre quand on est séduit par le regard, par l'objet. Ah, c'est beau. Mais la beauté, ça va un petit peu plus loin aussi. Alors, si je te remonte cette œuvre d'art-là, et si je te dis que c'est Ginette qui a une déficience intellectuelle qui a fait ça. Donc, elle a un handicap, elle a une déficience, ou elle vit avec une déficience, ou encore les gens qui disent ils ont une DI, déficience intellectuelle. Moi, j'ai appris à inverser, c'est ID. Ils ont une intelligence différente. Alors, la belle Ginette, elle a une intelligence différente. Alors ça, là, moi, ça me séduit autrement. Je le trouve encore plus beau, le tableau, parce que je connais l'histoire de la fille. Donc, c'est ça aussi. Mais si tu ramènes ça à la beauté humaine, à la beauté des êtres humains, l'apparence. Parle-moi de l'apparence, de l'importance de l'apparence. OK. Parce que j'étais sûr, vu que t'es un gars, tu sais, j'allais dire, t'es spirituel, t'es pas juste superficiel, tu m'aurais dit, parle-moi de la beauté de l'âme. OK, on va aller là tout à l'heure, s'il nous reste du temps. Là, tu veux parler de la beauté extérieure, c'est la même affaire. Moi, une belle fille, premièrement, ça se passe dans les yeux, ça se passe dans le regard, ça se passe dans la connexion, et tout de suite, il se passe de quoi? Là, on va appeler ça l'attraction, les phéromones, l'odeur corporelle, la chimie sexuelle, mais dans le regard. Quand une personne a un regard qui est habité, puis qui te regarde l'âme, là, moi, ça me fait plier les genoux. Alors, évidemment, je suis un hétérosexuel, j'aime les femmes, j'aime les belles femmes. Donc, si en plus que la fille, elle a un visage, un regard hallucinant, puis elle a un beau petit body sexy en forme, tout de suite, ça vient me chercher parce que moi-même, j'aime faire attention à moi, mais pas juste d'un point de vue esthétique, parce que, juste un petit préambule, moi, là, avant que je découvre le canot-kayak, le bateau-dragon puis les sports de compétition, je m'entraînais pour être en shape puis avoir une belle shape. Puis, oublie pas, j'ai souffert de troubles alimentaires. On en a souvent parlé à Québec en entrevue. On faisait des tournées de promotion avec la Maison L'Éclaircie. Parce qu'il y a pas plus tard que 2 semaines, c'était la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires. Alors, tu sais, à chaque année, on venait de voir, on venait de jaser un peu de ça. Puis, moi, les troubles alimentaires, ça a été aussi déclenché par cette espèce de contrôle du corps parfait, puis de vouloir avoir la shape parfaite, puis le contrôle de la bouffe. Et ce qui m'a sauvé par rapport à cette obsession-là, c'est justement de... Attends une minute, là. Je vais arrêter de m'entraîner juste pour être cute. Je vais m'entraîner dans le but de performer dans un sport, de faire avancer mon bateau, qu'il soit mon bateau individuel ou un bateau d'équipe, le bateau dragon. Donc, le fait de m'entraîner maintenant, si j'ai une shape, c'est le corollaire, c'est l'effet secondaire et non pas le but en soi. Mais c'est un long préambule pour te dire qu'une belle femme qui me regarde,
qui a l'air de m'admirer, qui me désire, puis que je trouve belle, puis que c'est vraiment mutuel, ben c'est sûr que ça fait des flamèches. Puis ça, des flamèches, c'est important dans ma vie. Ça fait craquer. Est-ce que tu sais c'est quoi la première chose que je regarde chez une femme? Non. La grosseur de son chum. Ah oui, hein? OK. Il faut que je te raconte. Tu vas déjà plus loin. Jean-Marie, il faut que je te raconte. Il faut que je te raconte l'influence de la beauté. Je vais donner un exemple sur mon frère Luc. À un moment donné, on est à l'aréna à Warwick. Mon petit-neveu, il joue au hockey là. Et c'est un aréna où il fait froid. C'est épouvantable. On est bien habillés, mais c'est tellement humide, là. Jean-Marie, c'est épouvantable, c'est insoutenable. Mon frère Luc me dit, écoute, je vais aller me chercher quelque chose de chaud à la cantine de l'aréna. J'en peux plus. Je suis en train de crever de froid. Fait que il s'en va au comptoir de la cafétéria et puis la serveuse est de dos, alors il regarde ce qu'il pourrait commander. La fille se retourne et mon frère devient de glace. Il perd tous ses moyens. La fille s'approche, elle était tellement belle, elle s'approche et me dit, est-ce que je peux vous aider? Mon frère était tellement intimidé, il a dit, je vais te prendre un bouillet de poulon. Elle dit, pardon? Je vais te prendre un bouillet de poulon. Elle dit, quoi? Il dit, je vais te prendre un bouillet de poulon. Elle dit, excuse-moi. Oui, 3 fois, puis il a dit à la fin, ben écoute, j'ai plus froid, je te remercie, je vais y aller. Puis il est parti. Et du moment où il a quitté cette fille-là, qui était, semble-t-il, une merveille, il a ri jusqu'à temps qu'il arrive à nous pour nous raconter cette histoire-là. La beauté, c'est pervers pareil, hein? Est-ce que tu as l'impression que de temps en temps, à talent égal, c'est la beauté qui va gagner? C'est clair. C'est sûr. Hein? J'espère que c'est pas une thèse que tu essaies d'écrire, c'est clair. Non, je sais, mais... que ça existe. Ben oui. Ah oui. Mais je suis pas, c'est pas moi qui suis le décideur, mais si tu parles à n'importe quelle personne qui décide de répondre franchement, t'as 2 personnes, le beau gars et le gars correct. Ils ont le même talent, ils ont les mêmes études. C'est sûr, le beau gars risque de gagner pas mal plus. Puis la même chose pour la belle fille. Puis est-ce que c'est si anormal que ça? Posons-nous la question. L'être humain aime le beau. On est séduit par la beauté. Peu importe quelle qu'elle soit. Une belle voiture, une belle maison, une belle piscine, une belle moto. On est séduit par la beauté. Je pense que c'est un réflexe normal. À part si tu es sur les réseaux sociaux, à part si tu regardes les commentaires sur Facebook, la beauté, c'est pas winner sur Facebook. Attends une minute, la beauté sur Facebook ou sur Instagram va t'attirer des likes. Mais si tu fais des commentaires insignifiants, absurdes ou épais, ben ça se peut qu'il y a des gens qui te flochent. Mais la belle fille en bikini, qui présentement, je sais pas, moi, est sur une plage au Brésil, elle peut être la dernière des connes finies, mais tant qu'elle s'est pas ouvert la bouche, puis tant qu'elle a pas commenté de quoi, la première chose que tu regardes, c'est le corps, puis tu dis, oh boy, je pense que je l'aime. Ben oui, tu l'aimes parce qu'elle te fait vibrer, parce que là, tu penses plus comme il faut, comme ton frère avec son bouillet de poulon, là. La même affaire. Écoute, tu sais que j'ai rencontré ton papa avant de te rencontrer. J'ai eu l'occasion de travailler avec ton père à plusieurs reprises, entre autres pour les cocktails de l'humour à Québec, au Capitole. Ça a duré, je sais pas, au moins une 12aine d'années. Et je t'ai pas rencontré à ce moment-là. Tu étais venu au Grand Rire faire un numéro sublime avec ton papa. C'est extraordinaire. Et Jean Lapointe nous a raconté, puis avec la maison Jean Lapointe, il nous a raconté ses déboires, il nous a raconté la difficulté qu'il y avait à être sobre. Et puis je me disais, tu sais, de temps en temps, on a beau avoir des qualités, être monsieur, madame, tout le monde, ça reste difficile d'être le fils de. Quand tu es le fils de Jean Lapointe, qui a des problèmes de consommation. Ta maman avait des problèmes de consommation. Et de temps en temps, on parle que la fondation dans la vie, là, le fait d'avoir des papas et des mamans aimants, d'avoir de l'amour pour grandir, pour nous réconforter quand on a besoin. Est-ce que tu reconnais que c'est arrivé à certains moments où tu avais besoin d'attention et ton père et ta mère ont tourné les coins ronds parce qu'ils étaient pactés? Ben, c'est normal. C'est normal. De toute façon, tout enfant, puis je m'inclus là-dedans, tout enfant qui grandit dans une famille dysfonctionnelle, que ce soit à cause du jeu pathologique, de l'alcool, de l'adultère, de la drogue, peu importe la dysfonction, quand ton père est trop pris par ses démons, il est pas présent à toi, à tes sœurs, à ta femme, à sa femme. Donc, c'est normal qu'il y a des carences. Ça, c'est sûr.
C'est la même chose pour ma mère. Ma mère est même morte à 49 ans à cause de problèmes d'alcool. Donc, nous autres, dans la famille, on a grandi avec des carences. Fort heureusement, merci bon Dieu, le syndrome du verre qui est à moitié plein, ben, je pense qu'on l'a chez nous à la maison. Et dans mon tout premier livre, je l'avais nommé, puis les gens me posaient la question, comment tu as pu dire une affaire comme « Je remercie mes parents d'avoir été alcooliques ». C'est vrai que je les remercie d'avoir été alcoolique parce qu'avec les années, j'ai appris que dans chaque alcoolique, il y avait un bon puis il y avait un moins bon. Il y avait l'homme qui était bon puis il y avait l'homme qui était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. Et ça, mais ça le transformait dans un autre papa. Donc moi, j'ai compris ça très, très, très jeune. Donc autrement dit, quand j'ai commencé à faire du bénévolat, j'étais adolescent à la maison Jean Lapointe. J'ai travaillé aussi avec la série Face à la rue, par exemple, sur l'itinérance. C'est comme si c'était des outils qui s'étaient, mettons, installés en moi, que quand je voyais une personne tout croche dans la rue qui marchait en état d'ébriété, pendant que mes chums riaient du gars parce qu'il marchait tout croche, moi j'avais de la compassion, je me disais, c'est un père de famille, c'est peut-être le frère de quelqu'un, c'est pas juste un gars qui marche tout croche, c'est peut-être un monsieur qui est un bon monsieur, il a peut-être une belle job, c'est juste que là, il est complètement off, il est complètement désorganisé. Alors moi, c'était ça quand je voyais mon père puis ma mère. Donc, cette capacité de voir le beau dans le moins beau, ça vient de mon enfance d'alcoolique. Puis tu sais, je me suis pas positionné en victime très longtemps. C'est sûr que j'ai souffert, c'est sûr que l'alcool a empêché d'avoir une vie de famille qui aurait pu être plus riche, disons ça. Parce qu'on a eu une belle vie de famille aussi. Mais disons que ça m'a développé la compassion puis la bienveillance. Et surtout avec les années, parce que en thérapie, parce que j'en ai fait des thérapies, on apprend à mettre des mots sur des mots. Alors quand ta souffrance devient un sens, parce que c'est ça aussi, Viktor Frankl qui a survécu au camp de la mort à la Deuxième Guerre mondiale, il était interné par les nazis. Viktor Frankl, qui est devenu un psychiatre puis un grand penseur, il dit « L'homme peut survivre à toutes les souffrances pourvu qu'il y trouve un sens ». Alors quand tu trouves un sens à ta souffrance, à ta détresse, à ton deuil, ben ça fait que tu passes à travers. Et plus que ça, et le plus beau cadeau, puis je finis là-dessus, Mario, c'est que cette souffrance-là devient une façon d'aider d'autres. Parce que tu reconnais la souffrance chez l'autre. Ouais. Elle est tienne, elle est sienne, et ensemble, comme les Africains le disent, tout seul j'avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin. Puis je trouve que c'est ça qui est un petit peu devenu l'héritage d'avoir eu des parents qui ont eu des problèmes de dépendance. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que tu as été obligé de brasser la cage? Est-ce que tu as eu le sentiment que, justement, pour ne pas être une victime, tu as eu à travailler plus fort? Parce que la majorité des gens qu'on voit sur les 7-8 premières pages des journaux, ben c'est des gens qui... on lit, on est intéressé parce que ces gens-là racontent, mais on voudrait pas avoir ces gens-là comme amis. Le fait d'être une victime, ça fait en sorte qu'on donne la responsabilité à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as eu l'occasion, est-ce que tu as eu l'impression que tu as dû forcer de la face, travailler plus fort justement pour pas devenir une victime? Je sais pas si j'ai travaillé fort. Je sais pas si aller en thérapie, demander de l'aide, c'est de travailler fort. Se positionner en victime, c'est une façon d'être, puis je suis pas sûr d'avoir ce réflexe-là si naturel. Non. Je peux m'apitoyer. Oui, des fois je peux trouver pauvre de petit moi. Pourquoi ça marche pas? Je suis capable. Toi aussi, tu peux le faire, mais honnêtement, de me positionner en victime, non, c'est pas tant. J'ai bien d'autres défauts, mais j'ai pas celui-là. Par contre, s'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est filer mal, être malheureux. Pas être bien dans ma peau, pas être bien dans ma tête, ça, j'aime pas ça. Et plus les années s'accumulent à être bien, moins on tolère quelque chose qui est inconfortable, tu sais. Moi, pendant des années, peut-être par manque d'estime, par manque d'amour, je tolérais les garnottes dans mes souliers. Tu sais, je faisais semblant que j'avais pas mal quand je marchais. Mais non. Là, aujourd'hui, le général Jean Soulier, wow, time out, enlève le soulier, fouille, où le stifi de roche, shake ça, mets tes souliers, puis repars. Oh. C'est comme ça que j'aime vivre. C'est comme ça que j'aime vivre. Je n'accumule pas la merde. Pas en tout. Je sais que tu aimes ça, les citations, puis probablement que un jour, si tu n'as plus de job, les fabricants de biscuits chinois pourraient t'engager parce que sacrifice que tu es bon là-dedans. En passant, moi, la dernière fois que j'ai été manger dans un restaurant chinois, j'ai ouvert mon Fortune Cookies, puis c'était écrit « Aujourd'hui, prends une chance.
ben, je suis parti sans payer. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que dans les affaires qu'on raconte, dans les affaires qu'on raconte un jour, Clint Eastwood a dit, j'ai essayé d'être raisonnable, mais j'ai pas aimé ça. Est-ce que tu as le sentiment que d'être raisonnable, parce que on s'est parlé la semaine passée, tu me dis, OK, appelle-moi, mais je me couche dans 5 minutes, puis il était pas rendu 9 heures. Jean-Marie, tu as une vie ordonnée. Non, mais c'est vrai, tu as une vie ordonnée. Tu es quelqu'un qui, pratiquement tous les jours, tu fais des posts sur Facebook, tu tentes, et pour plusieurs, tu réussis à semer le bonheur. Est-ce que tu es quelqu'un qui est pas raisonnable? Tu es dans l'excès. Non, non, mais je suis en quête d'équilibre. Puis un des slogans que j'aime dire, moi je suis pas un gars équilibré qui se cherche des passions. Je suis un gars passionné, hein, les intenses, les extrêmes, mais je suis en quête d'équilibre. Donc moi je suis un passionné en quête d'équilibre. Alors je ne suis pas raisonnable de façon naturelle, j'ai appris à l'être. Donc j'ai une tendance à aller vers l'équilibre, vers l'harmonie. Mais encore là, parce que on se parlait la semaine passée, 9h moins quart, puis je te dis tout de suite, peut-être parce que je savais qu'on serait pas capable de se lâcher, mais on a été quand même 45 minutes au téléphone, on se lâchait pas. Alors, tu sais, ça peut durer 5 minutes. Qui c'est qui veut ce fatigant-là, Mario Lanier? Là, il dit, OK, c'est correct. Hey, tout de suite, en partant, pas plus que 5 minutes. À 9h30, j'étais pas encore. Ça n'a pas marché. Bon, alors, non. Alors, pour répondre à ta question, je suis pas raisonnable, mais je tends à y aller vers ça. Puis, j'ai souvent dit, et je trouve que ça me définit bien. J'ai entendu ça. Mon ami Jean-Pierre, qui a fondé la clinique Nouveau Départ, tu sais, c'est un centre de thérapie un peu comme la maison Jean Lapointe. Puis, lui, là, il est comme moi, Stevie. Lui, il a 2 vitesses. Il y a le turbo, puis il y a le reculon. Ben, c'est ça. Moi, je suis le même. Et je carbure à l'intensité, mais j'aspire à la quiétude. J'aspire à l'équilibre. J'aspire à la paix intérieure. Donc, j'aime ça quand ça brasse, mais j'aime beaucoup ça quand c'est calme puis que c'est reposé. Donc, pour ça que je médite. En fait, moi, je suis pas zen naturel. Mais Jean-Marie, c'est le turbo ou le neutre, pas le turbo et le reculon. En quoi le reculon s'applique? Le reculon, c'est quand je suis off. Je suis vraiment off. C'est pire que le neutre. Neutre, là, ça veut dire que t'es sur ton air d'aller et tu te laisses aller. Même pas. Moi, c'est je suis allumé ou ça m'écoeure. C'est ça. C'est comme noir ou blanc. Alors, le turbo, le reculon. Est-ce que ça se peut-tu que tu sois comme un enfant de 5 ans? Tu sais, un enfant de 5 ans, là, tant que tu lui donnes de l'attention, là, il te lâchera pas. À minute que tu délaisses un peu l'attention, il va aller ailleurs. Je suis pas sûr d'avoir besoin d'attention. J'irai pas là. C'est pas ça qui me définit. Je comprends que tu lances des perches, puis en même temps, à chaque entrevue, on se connaît encore plus que la demi-heure d'avant. Donc, je comprends que ta question a du sens, mais c'est pas tant le besoin d'attention. J'ai un besoin d'amour, puis ce que j'ai appris avec les années, c'est que j'ai un besoin d'aimer. Je pense que Jean-Marie a besoin d'aimer. Être aimé, ça va se faire. Tu peux pas forcer quelqu'un. Mais moi, je peux changer ma perception et ma posture en me disant, moi, j'attendrai pas l'amour, je vais commencer à en donner. Et j'ai découvert ça beaucoup à travers le bénévolat, en tendant la main. Et je me suis rendu compte que d'aimer, ça m'enrichissait, ça me faisait du bien, ça faisait du bien à d'autres, bien évidemment. Mais moi, j'ai vraiment un besoin d'aimer. Puis besoin d'aimer, ça veut dire aussi besoin d'être heureux, d'avoir un sens dans sa vie. Et quand je suis là, quand je suis dans cette belle énergie-là, je suis beaucoup moins dans de l'autodestruction, dans des pensées noires, dans des pensées de jalousie, dans l'envie. Pas pantoute, je suis dans l'action d'aimer. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'aimer. Puis quand j'aime, je me fais pas mal et je fais pas mal aux autres. Est-ce que c'est douloureux de penser qu'il n'y aura pas d'héritier, Jean-Marie Lapointe? Il n'est pas garanti que j'en ai pas quelque part, mais je suis pas au courant encore. En fait, on ne sait pas. Non, je fais des blagues parce que quand les gens me disent « T'as pas d'enfant, toi? » Je dis tout le temps « Ben, pas à ce que je sache. » tu sais. Puis, on ne sait jamais le flou. Tu sais, c'est un acte de foi, la paternité. Hein? Une mère qui accouche, elle sait qu'elle accouche, puis elle sait que c'est son enfant. Mais je te dirais que c'est pas par manque d'avoir essayé. J'ai essayé dans des relations par le passé d'avoir des enfants. J'étais en couple à plusieurs reprises sur des longues périodes. Et il n'y a pas d'enfant qui a sorti de cette relation-là. Est-ce que c'est un manque?
je suis pas sûr de manquer ça. Est-ce que Non. c'est un regret de pas avoir d'héritier? Non, parce que, je suis en paix à 55 ans dans le fait de ne pas avoir d'enfant. Mais c'est pas impensable d'imaginer que j'en aurai pas quelque part dans les 5-10 prochaines années. C'est pas ce que je recherche dans le sens, c'est pas planifié, mais c'est pas impossible d'imaginer ça. Mais en même temps, ce que j'entends beaucoup de la part de parents, ce qu'ils me disent, c'est que il y a, tu sais, avoir un enfant, c'est d'avoir une partie de ton cœur qui bat dans le corps d'un autre. Tu sais, il y a quelque chose de toi qui vit ailleurs et à qui j'ai légué en héritage des valeurs, une belle vie, j'ai légué le bonheur, le sens d'être heureux et tout ça. Puis bon, et ça, est-ce que c'est exclusif à la paternité et à la maternité? Je suis pas sûr. Puis quand je regarde, tu sais, je t'ai montré une œuvre d'art. C'était la fête de Mathieu Ricard hier. Tu sais, Mathieu Ricard, c'est un moine bouddhiste. C'est l'interprète. Ben oui, puis on est devenus des amis avec les années. Mathieu Ricard, c'est l'interprète du Dalai Lama. C'est un philanthrope. C'est un docteur en biologie cellulaire. C'est une bolle. C'est un être extraordinaire. Et lui, il n'a pas d'enfant. Et honnêtement, je sens pas qu'il a raté sa vie parce qu'il n'y a pas d'enfant. Au contraire, il y a une vie qui est pleine de sens. Même chose avec Mère Teresa, même chose avec le Dalai Lama. Tu peux te nommer plein de maîtres qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont eu une vie pleine. Donc, la voie de la famille puis de la paternité n'est pas la seule qui mène au bonheur. C'en est une, mais ce n'est pas la seule. C'est pas exclusif. Donc, est-ce que je sens que j'ai un manque? Non. Par contre, tu sais, j'ai écrit des livres, je fais des conférences, je travaille sur des projets qui vont me survivre. Et quelque part, dans ma petite tête ou dans mon ego qui a besoin d'être aimé, je me dis, bon, ben, au moins, il y a quelque chose qui me survit à ma mort, que ce soit une fondation, des projets. Puis d'ailleurs, tu vois, on se parle, puis je me permets d'être un peu intime avec toi aujourd'hui. C'est le 10e anniversaire du décès de Johanna Comtois, que j'ai eu l'immense privilège d'accompagner dans les derniers mois de sa vie. J'étais avec sa maman au téléphone ce matin, tu sais. Alors, elle a eu 3 enfants. Elle a 2 garçons, puis sa fille qui est décédée, qui était l'aînée. Ouais. Alors, c'est sûr que d'avoir des enfants qui te survivent, c'est un cadeau aussi quelque part. Alors c'est sûr qu'imagine la douleur de perdre son enfant. On en parlait encore aujourd'hui avec Natacha, tu sais. Mais ce qui aide beaucoup Natacha, ce qui m'aide aussi, c'est que on a lancé une fondation qui porte le nom de Johanna Comtois. Donc il y a quelque chose qui survit à la mort de Johanna. Ouais. Et la mission de la fondation, c'est de trouver des solutions, des traitements au cancer rare chez les enfants. Et ça vient de Johanna. Parce que c'est Johanna qui avait dit, moi là, je pense que je m'en sortirai pas. Elle avait la conscience qu'elle allait mourir de son cancer. Ouais. Mais elle n'est pas restée les bras croisés à 14 ans dans sa chambre à l'hôpital. Elle a créé sa fondation, puis sa fondation, c'était pour sauver des enfants. Donc, un jour, elle s'est dit, OK, moi, je meurs de ce petit cancer-là, mais un jour, il y a des enfants qui vont survivre grâce au traitement. Un peu comme Charles Bruno. Charles Bruno est décédé, mais son père, Pierre, et plein d'autres ont fondé cette espèce d'organisme-là, la Fondation Charles Bruno, et qui aujourd'hui, 80% des cancers qui tuaient les enfants, aujourd'hui, on les sauve. Donc, c'est la recherche. Donc, c'est ça qu'on fait avec Jean. Non? Ouais. Jean-Marie, il y a un bout de ma vie que tu connais pas. Je fais partie aussi de ces papas dont l'enfant est parti très tôt, très jeune. Mon premier fils est décédé en 88. Il est né en 87. Et j'ai pas fait de fondation. J'ai essayé de passer à travers. J'ai essayé de continuer à être un clown à la radio, alors que en dedans, il y avait quelque chose de brisé, il y avait quelque chose de triste. J'ai essayé de mettre encore de l'importance sur le divertissement. Et un jour, quand le médecin nous a appris que Félix était dans une mauvaise passe, on est retourné à l'hôpital pour une opération. Il y avait la tétralogie de Fallot, il y avait de malformations cardiaques. Et quand, à 4 heures du matin, il nous a dit « Je suis désolé, mais Félix est décédé. Et je vous conseille de ne pas venir parce que l'image que ça va vous laisser, faut pas garder ça comme image. » Et il me dit « Je suis obligé de te le demander, Mario, est-ce qu'on pourrait prélever ses yeux? » Enfin, c'est une façon de parler, parce que c'est la cornée, mais est-ce qu'on pourrait prélever les yeux de Félix? Et on n'a pas beaucoup de temps pour faire cette manœuvre-là. J'ai dit, rappelle-moi, dans 4 minutes, on va en discuter, puis je vais te donner une réponse. 4 minutes après, le docteur Cartier, qui était le cardiopédiatre à l'hôpital Laval, à Québec, m'a appelé, puis j'ai dit, finalement, on a décidé qu'on était pour donner ses yeux
pour une seule raison. Pour que quelqu'un d'autre voit comment la vie est belle. Et ça, à toutes les fois que je croise quelqu'un qui a 32, 33 ans, qui a l'âge qu'il aurait aujourd'hui, et que j'entends « Hey, Félix! » Je me retourne et je regarde les yeux en me disant « Est-ce que c'est les yeux de Félix? » Et juste ça, je suis capable aujourd'hui de ne pas voir la tristesse, de ne pas voir l'épreuve. Il y a des gens qui me demandent, t'es chanceux, hein, t'as une belle vie. Et je te jure que 9 fois sur 10, j'oublie que Félix est décédé. J'oublie pas que Félix est décédé, mais j'oublie que c'est une épreuve dans ma vie. Alors que mon père me disait, tu vas grandir de ça. Mais papa, écoute bien, là. Je suis heureux à 5 et 9, là. J'ai pas besoin de grandir de ça. C'est tout un choc. Et je te dirais que 87-90% des couples qui perdent un enfant, ben c'est la fin du couple. Parce que les chemins c'est ça, exact. Et on emprunte des chemins différents pour s'en sortir. Mais ça reste quand même une douleur épouvantable. Et ça fait en sorte que le deuxième bébé qui vient au monde, on devient un papa puis une maman ours. On l'élève, on le protège trop. Et ça a des conséquences aussi. Fait que finalement, je suis bien content que tu n'aies pas d'enfant, le grand. Cette fille, je virerais fou. C'est clair. Parce que j'ai été en couple avec une fille, puis on l'a perdue au bout d'une dizaine de semaines de grossesse, tu sais. Donc, j'ai pas connu la paternité, mais j'ai connu peut-être un début de ce qui aurait pu devenir une paternité. Puis ça me touche beaucoup, ton histoire. Puis effectivement, je le savais pas. Puis tu vois, c'est tellement spécial que ta première question, c'est de me parler de la beauté. Puis de la beauté, on l'aperçoit avec les yeux. Puis là, tu viens de me dire que tu avais donné les yeux de ton garçon, tu sais, pour qu'il puisse voir comment la vie est belle. Alors, tu sais, c'est ce que j'aime de toi. Tu es capable de faire une joke de graine, puis 5 minutes après, tu me fais une joke avec plein de sens. Tu me racontes une anecdote qui me fait avoir les yeux dans la graisse de bine. C'est toi, ça. Et puis, c'est quoi? À 62 ans... Non, mais oui, puis je pense que je changerai pas. Hey, tu sais qu'au hockey, parce que je suis un grand fan de hockey, je suis un grand fan du Canadien, même si dans les dernières saisons, ça a été difficile. Tu sais, il y a une partie des Québécois qui ont été des fans de la F1 pour une seule raison, parce que Jacques Villeneuve gagnait. C'est pas des fans, tu comprends? Moi, je suis un vrai fan, même quand ils perdent. Gilles Villeneuve. Ou Gilles Villeneuve avant, tu sais. Dans les années 80, avec Gilles Villeneuve, qui était tout un pilote. Alors, je pense qu'au Québec, on était devenus des amateurs. Mais une fois que Gilles était plus là, ça a droppé. Même chose avec Jacques. Oui. Mais Gilles, rappelle-toi, il n'y avait pas des grands prix présentés à la télé à tous les week-ends. Avec Jacques, c'était rendu l'ère F1 et c'était capté pour la télé, c'était en direct pour la télé. On a eu vraiment des fans. Moi, avec le Canadien de Montréal, j'étais un vrai fan et c'est ça, je suis un partisan, j'aime l'effort, j'aime la récompense par l'effort. Et un jour, je suis dans mon auto et puis je sors mon sac de golf, j'étais au club de golf à Québec. Il y a quelqu'un qui me dit « Hey Mario, il y a un joueur que t'aimes beaucoup et qui joue pour le Canadien de Montréal. » Faut que je te dise qu'en vieillissant, le raisin est sèche. De temps en temps, je perds la mémoire des noms et présentement... Tu cherches les noms? Et ça va revenir. C'est quoi son numéro? Il jouait avec Pacioretty, il mesurait 5 pieds 4, et puis il était super bon. S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut souffler la réponse, il n'y a aucun problème. Non, pas à tout. Ben non, c'est une autre époque, ça, Jean-Marie. C'est vraiment une autre époque. Mais, écoute, anyway, c'est pas grave. Alors, je finis par le rencontrer parce qu'il s'en va vers son auto et moi, je suis en train de charger la batterie de mon téléphone. Et juste avant d'arriver à ma voiture, il voit pas que je suis dans l'auto. Il fait un route auto. Mais tu sais, un rot de course, là, tu sais, de compétition, là. Mais moi, je fais pas de bruit, je fais comme si de rien n'était. Et quand il va à son auto, il revient, je sors au même moment et je lui dis, je t'ai entendu tantôt, hein? Hey! Il dit, je m'excuse. Mais je dis, il faut que je te dise que je suis un fan. Même quand vous perdez 5-1, puis il reste 3 minutes à la game, je regarde pour voir si vous continuez à être des fiers compétiteurs, si vous travaillez fort, puis je suis fier de toi. Mais il me dit, écoute, moi, j'ai grandi tout près de Québec
Et souvent, je restais dans la voiture pour écouter la fin de l'entrevue. Et je tiens à te dire que moi aussi, longtemps par ton propos, souvent par tes niaiseries, j'étais fier de toi. La récompense par l'effort, qu'est-ce que ça fait chez toi, Jean-Marie? Wow! Ah, la récompense par l'effort, c'est une belle satisfaction. Mais là, c'est parce que tu m'as mis dans mon raisin sec. C'est quoi le nom du gars? Ouais. Il est beau gars. En plus, il a pas le teint basané. Il est pas un peu métissé. Il y a un mix. Là. Il est un peu mexicain, sud-américain. Il y a quelque chose. Non, là. pas toi. C'est pur laide, c'est pur laide. Il vient de Laurier Station. Ah non? OK, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais le savoir avant la fin de notre C'est pas joué Juno. C'est pas joué Juno, en tout cas. Bon. Confirmé que non. Lui, c'est Pont-Rouge. OK. Oui, puis c'est un beau monsieur. Ouais, ça, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup, Joey Juno. Ta question, c'est genre la récompense par l'effort? Oui. C'est ça que tu me dis? Tu sais, parce que souvent, par l'effort, ça arrive qu'on n'ait pas de récompense. Et ça arrive de temps en temps que l'ascenseur ne revient pas. Mais quand la récompense arrive par l'effort, c'est un double sentiment de satisfaction. Je sais pas toi comment tu le vis. Je pense que j'essaie d'avoir de la récompense à travers l'effort. Parce que je vais te faire une petite nuance. Je ferai pas une conférence, là, mais il y a une différence quand même subtile entre forcer et faire un effort. Moi, je force plus. C'est fini. Forcer, c'est souffrant. Forcer, c'est avoir des attentes, puis là, ça marche pas. Alors, faire un effort. Je fais un effort de méditer le matin, je fais un effort de m'entraîner le matin, je fais un effort de lire à tous les jours, je fais un effort de bien manger, de prendre soin de moi. Et quand je travaille un projet, quand j'ai des idées, je me mets à l'écriture, puis peu importe, je fais l'effort de me donner cette discipline-là. Mais il faut que j'ai une récompense à travers l'effort. C'est-à-dire que j'ai du plaisir à partir un projet. J'ai du plaisir à faire des tournages. J'ai du plaisir à faire des conférences avant même qu'on me dise c'était hot, bravo, on te donne un prix Gémeaux. Parce que si j'attends le prix Gémeaux pour me faire dire que je suis hot et de croire que finalement je suis hot, ben je vais être déçu puis je vais être quasiment comme un quêteux affectif qui veut l'amour des gens et qui veut la reconnaissance des gens. Parce que la limite est mince entre un succès, tu en as connu, versus, mettons là, la même émission de radio qui est écoutée par des centaines de milliers de personnes versus la petite entrevue qu'on fait qui est écoutée par 53 personnes. Est-ce que ça enlève de la beauté puis du plaisir à notre entrevue quand on la fait? Pas pantoute. Qu'elle soit écoutée par 500 000 ou 53 personnes, on a du fun à le faire. T'sais? Donc moi, je me dis que la récompense vient dans l'activité même. Faut avoir du fun à la faire. Moi, c'est comme ça que j'essaie de changer ma vie et j'attends beaucoup moins les applaudissements. Oui, Monsieur Grenier? David Desharnais. Je l'ai trouvé, Jean-Marie. Je l'ai trouvé. Oui, c'est vrai. On parlait de hockey. Il y avait du cœur au ventre. Oui, ben ça. Écoute, on parlait de hockey. Tu sais que dans la Ligue nationale, il y a des récompenses et il y en a une qui s'appelle le Lady Byng. Ça fait pas très viril comme trophée, le Lady Byng. C'est le gentilhomme qui a bien performé, mais qui d'abord est le gentilhomme. Mettons, dans l'univers des gens qui font ton métier, tu serais récipiendaire peut-être du Lady Byng, mais qui c'est qui serait en compétition avec toi dans les gens que tu croises, dans les gens que tu vois, qui sont, avec Jean-Marie Lapointe, possiblement récipiendaire du Lady Byng? Est-ce qu'il doit être connu ou pas? Et as-tu déjà vu ben du monde gagner un trophée puis qui était pas connu, toi? OK, tu veux jouer à ce jeu-là avec ces mêmes conditions. Donc, quelqu'un dans le métier qui a un bon cœur et qui mériterait un Lady Byng ou une médaille de bénévolat. Je connais pas tant de gens qui font du bénévolat, mais qui font des beaux gestes. Mais je te dirais que tous les parents d'enfants différents. Évidemment, je vais penser à Sophie Préjean puis à Charles Lafortune. Je vais penser à ceux qui ont ouvert le restaurant chez Cheval, Patricia Paquet puis Louis-François, parce que c'est des gens connus, tu sais. Mais je connais beaucoup de gens qui ont des enfants différents et qui n'en reçoivent pas de trophées, tu sais, qui reçoivent pas des applaudissements. Tu sais, Martin Matt qui crée sa fondation, c'est un Lady Byng, ça, sa fondation Martin Matt. Encore plus!
Louis Morissette puis Véro Cloutier, ils n'ont pas Puis Véro, d'enfants différents qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme. Hein? Non. Pas pantoute. Non. Et ils ont ouvert des maisons, et en plus, pas pour les petits-enfants, non, pour les adultes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, qui fitent moins dans la société, puis qui ont besoin d'un toit, qui ont besoin d'une sécurité. Ça, là, c'est pas une cause sexy. C'est cette cause-là qui ont décidé d'aider avec différents comme toi, différents comme tout le monde, différents comme moi. Bref. Écoute, alors ça, là, c'est du lait des bings. Ça, c'est du lait des bings. Mais je te dirais que je te mettais dans la même catégorie d'Yvon Deschamps qui, depuis quasiment 50 ans, s'occupe du chaînon et qui avait décidé de ne plus refaire de scène, de ne plus revenir, d'être maintenant derrière les projecteurs. Et ce que fait pour ses 85 ans, ça fait partie de ton univers et je trouve ça, et je te mettais dans la même catégorie. S'il y avait quelqu'un présentement qu'on devrait mettre sur un piédestal, qu'on devrait dire merci la vie, merci pour ce que tu as fait à la vie, parce que faut que je te raconte une affaire. Il y a quelques années, il y a un de mes chums qui vient me rejoindre, je vis en Floride, 6 mois par année depuis 10 ans maintenant. Et peu de monde sont au courant parce que je fais mon émission en direct de la Floride, mais c'était diffusé à Québec en simultané, puis personne ne s'en rendait compte. Enfin, peu de gens s'en rendaient compte. Il y a un mercredi soir, je suis en train de préparer la bouffe et mon chum me dit, écoute, moi, j'ai jamais manqué un épisode de la série O. Est-ce qu'on peut regarder O? Ben, c'est pas mon premier choix, là, mais on peut regarder ça. Alors, on a écouté un épisode de O. Et ça va tellement mal dans cette émission-là, là, c'est épouvantable. Il y en a un qui trompe avec l'autre, il y a le cancer, l'autre, il y a le papa, écoute, la catastrophe pendant 1 heure de temps. Et après l'émission, je dis, je sais pourquoi t'aimes ça, toi. Parce que si tu compares ta vie à ces gens-là, ta vie est belle en tabarnak. Est-ce que Jean-Marie le fait de travailler avec des gens qui sont dans le besoin, des gens qui ont besoin d'avoir une lumière, est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui compare et qui se dit, moi, je suis choyé d'avoir ce que j'ai dans ma vie? C'est sûr. Mais je fais pas ces projets-là pour ça, puis je fais pas le bénévolat pour ça. Puis je vais ouvrir une parenthèse, tu nommes Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, en plus d'avoir été un grand ami à mon père pendant des années, Yvon, c'était le premier porte-parole du défi sportif Altergo. C'est lui qui a lancé le défi comme porte-parole. Ah oui. Moi, j'ai pris un petit peu le flambeau après lui. Moi, ça fait 20 ans que je suis là avec Chantal Petitclerc. Il y a Hugo Girard qui est là maintenant. Mais tu sais, il y a eu Alain Choquette, il y a eu Jean-Pierre Coallier longtemps. Alors, tout ça pour dire que Yvon Deschamps, la quantité de milliers de dollars qu'il a donné pour les personnes qui ont des handicaps, là, quel ambassadeur qu'il a fait. Alors, écoute, oui, puis effectivement, c'est un beau Lady Bing, puis sa Lady à lui, sa Lady Bing à lui, ben, tout autant, tu sais, Jody était aussi impliquée au défi avec Yvon, puis avec le chaînon, bien évidemment. Donc, pour répondre à ta question, quelle est-elle d'ailleurs? J'ai un blanc. Tu parlais du raisin sec tantôt, si j'ai oublié mon affaire, là. Oui, ma vie, mon bénévolat. Oui, exactement. En fait, ce qui arrive, c'est que quand j'ai commencé à bénévoler, j'étais loin de me douter que d'accompagner des gens en fin de vie, parce que j'ai surtout accompagné des enfants et des adolescents en fin de vie, de m'impliquer au défi sportif, d'être porte-parole de la Maison L'Éclaircie à Sainte-Foy, d'être impliqué évidemment à la Maison Jean Lapointe, au Centre pour ados Le Grand Chemin. Je me rendais compte que oui, ça faisait après coup, quand j'arrivais à la maison, encore plus quand avec les projets fin de mois sur la pauvreté ou face à la rue pour l'itinérance, c'est sûr que tu apprécies ta douche chaude quand tu as passé la journée dehors, puis là tu te dis « wow, ça fait du bien », mais là tu as une pensée pour le gars, lui, qui en plus de pas avoir de douche chaude, il reste dehors à moins 15, là, tu sais. Lui, il n'aura pas la satisfaction que j'ai. Alors, au lieu de faire naître une espèce de sentiment d'inconfort, j'ai énormément de compassion et de bienveillance. C'est ça l'altruisme, tu sais. Alors, je me mets à penser à lui, puis je me dis, pauvre gars, j'espère que la journée qu'on a passée avec lui, ça lui a fait du bien, ça lui a réchauffé l'âme, puis j'espère qu'un jour, il va aller mieux, tu sais. Alors, est-ce que moi, je fais ça pour me sentir mieux? Non, c'est clair. Mais c'est impensable de ne pas avoir des pensées pour le gars qui est en fauteuil, qui a eu la vie fauchée, parce qu'il a fait une ride de moto, il a perdu l'usage de ses jambes, là, il fait du rugby en fauteuil. En tout cas, moi, quand je fais de la moto, je pense à ce gars-là, puis je me dis,
fais attention Jean-Marie parce qu'un accident c'est vite arrivé. Donc, Ouais. j'apprécie encore plus l'usage de mes membres parce que je le Ouais. sais que tout peut arrêter du jour au lendemain. Ça fait pas moi de quelqu'un de freak puis qui paranoïe à chaque Non, fois. non, non, non. Ça fait juste Non, non. dire que Ouais. j'apprécie, mais avec une dose d'humilité puis une dose de conscience. Est-ce qu'en 2021, avec la popularité, avec le regard que les gens portent sur toi, est-ce que c'est plus facile maintenant de se faire des amis? Est-ce que c'est plus facile de se faire de nouveaux amis que de conserver les anciens? Mes amis que j'ai dans ma vie datent depuis des années, des années, des années. J'ai pas de nouvelle amitié depuis que je fais face à la rue ou depuis que j'ai réglé mes impôts puis que j'ai plus de dette. Non, j'ai pas de nouveaux amis comme ça. Parce que premièrement, mon cercle d'amis, c'est les mêmes depuis les 20, 30, 40 dernières années. Ce que je veux te dire, c'est que moi, je fais du kayak et du bateau dragon. Alors, avec la gang avec qui je m'entraîne, c'était mes chums qui étaient là depuis 10, 15, 20 ans. Donc, le fait d'être connu, puis de faire des sous, puis d'être bien maintenant depuis 5 ans, ça m'a pas apporté des nouveaux amis, ça pas du tout. Ouais. Et les anciens que j'ai, je les ai pas perdus. Parce que de toute façon, c'était tous des gens qui avaient des trains de vie pas mal plus élevés que les miens. Là, à cette heure, je les rattrape. Donc, je suis capable de les inviter au restaurant et de leur payer la note de temps en temps. Ouais. Oui, mais j'ai pas de nouveaux amis. Puis pour moi, d'être... en fait, ce que ça a changé, puis c'est là qui est un beau privilège, puis tu le sais, parce que, tu sais, là, quand tu bats des codes d'écoute à Québec dans tes émissions de radio, puis avec ton show sur l'humour, ton grand rire, tu sais que quand tu as une idée pour un projet de télé, tu prends le téléphone, t'appelles Radio-Can, t'appelles Pierre-Carl Péladeau, t'appelles tous tes contacts, tu vas avoir une écoute parce que tu es synonyme d'un gars qui livre la marchandise puis t'es hot pour le moment. Puis qui a eu du succès puis qui en a encore. Alors moi, présentement, le grand privilège que j'ai, là, c'est que quand j'ai une idée pour un projet de télé, j'en parle à une boîte de production, Trinon mes filles. J'en parle à une autre, Barra. J'en parle à une autre. Puis ensemble, on dit, hey, on appelle-tu TVA avec ça? On appelle-tu un diffuseur? Et là, TVA, parce que tous mes derniers projets ont été faits avec moi et compagnie puis TVA, ben ils attendent mes projets. Parce que ceux que j'ai faits, ils aiment ça, ils ont aimé ça, et ils disent, Jean-Marie, t'as une niche. T'es dans le human. Puis dans la façon que tu le fais, vous êtes pas nombreux au Québec à le faire. Tu sais, il y a Chantal Lacroix, il y a toi, il y a Marc-Claude Barre, il y a quelques personnes qui font des beaux projets human. Ingrid Falaise. On n'est pas des tonnes. Alors, il y a une niche pour ça. Puis la niche que j'ai maintenant avec TVA, Québécois, puis moi et compagnie, c'est précieux. Alors ça, je te dirais que c'est ça qui a changé beaucoup depuis les 5-6 dernières années. C'est que j'ai une oreille attentive qui attend mes projets. Même chose avec mon éditrice Nadine de chez Libre Expression. Elle attend tout le temps le prochain parce que ça fait déjà 3-4 qu'on fait ensemble. Donc, c'est le gros privilège de ma vie présentement. Et surtout, quand je vais à l'épicerie, Mario, j'ai même pas à me demander... J'ai-tu assez d'argent dans mon compte? Je peux-tu le payer avec ma carte de crédit? J'ai pas le stress que j'ai déjà eu. Et ça, ça c'est apprécié. Et c'est encore doublement apprécié parce qu'en faisant fin de mois, je rencontre des gens qui m'arrachent. Alors, tu sais, quand je te disais que l'homme peut survivre à toutes les souffrances pourvu qu'il y trouve un sens, moi, je connecte avec la souffrance de la mère de famille qui a de la misère à payer son épicerie et pour elle et pour ses enfants. Parce que le stress dans lequel on marine quand on sait pas si on va arriver, moi, je l'ai connu, puis c'est pas le fun. Non. Écoute, on se rend compte que souvent, la vie, ça finit mal, puis on est obligé de parler de quelqu'un qu'on a en commun. Toi, c'est le fils. Moi, c'est... Ben, c'est pas... ton père, c'est pas un ami. J'ai eu l'occasion de l'appeler, j'ai eu l'occasion de manger avec lui. C'est quelqu'un... C'est une super belle connaissance. On va se laisser en parlant de Jean Lapointe. Comment il va, Papa Lapointe? Ben, je trouve ça le fun que tu m'en parles parce que ça va me donner une maudite bonne excuse de parler de toi quand je vais le voir en fin de semaine ou cette semaine. Je le vois malheureusement juste 2 fois par semaine présentement parce que avec les nouvelles mesures de santé publique, il y a juste un proche aidant par famille qui a le droit de venir voir un proche une fois par jour. Donc, sa conjointe, qui a priorité bien évidemment, le voit pratiquement tous les jours, mais à un moment donné, elle a besoin d'un répit. Alors, elle m'appelle, puis je m'en vais voir mon père. Parce que papa est dans un CHSLD à Montréal maintenant, depuis l'automne, depuis septembre. Avant ça, il avait été à l'hôpital pendant plusieurs mois. Il a pas vu l'été, lui. Finalement, il est pas sorti ben dehors depuis juin, juillet l'année passée, là. C'est ça sa nouvelle réalité. Alors, papa, physiquement, il est usé, mettons.
si on l'avait à résumer, il est usé. À 85 ans, il a magané son corps, il a pas tout le temps fait attention à lui. Il a fumé pendant 60 ans, il a bu, il a pris des pilules, il a fait du gambling, il a pas bien mangé. Tu comprends que il s'est magané la santé et ça fait que ça laisse des traces dans son corps, dans sa tête, mais au moins papa, il est pas Alzheimer. Ça pourrait être pire. Tu aimes les citations, mais il y en a une que j'aime beaucoup qui dit ne blasphème pas Dieu ou ne blasphème pas contre Dieu d'avoir inventé le tigre. Remercie-le plutôt de ne pas lui avoir donné des ailes en plus. Ouais. Ça pourrait être pire. Alors, mon père, il est magané dans un CHSLD, mais quand je vais le voir, non seulement il me reconnaît, on a de la jasette, on aime regarder le sport, on a regardé une partie du Super Bowl, le football, les games du Canadien, comme toi, t'aimes ça. Ben, c'est ça. Avec papa, le sport a toujours fait partie de notre amitié, notre complicité, puis on va regarder la télé, puis on va jaser pendant les pauses, puis on a du fun. Donc, papa va quand même bien, mais il est usé. Puis c'est drôle, tu me parles de ça, parce que son grand chum, Raymond Lévesque, vient de mourir. C'est un autre monument au Québec. Oui, il y a quelques ans. Puis papa chantait Quand les hommes vivront d'amour, Bozo les culottes. Il chantait ses chansons à Raymond, puis c'était des chums, tu sais. Alors, que Dieu ait son âme, Monsieur Raymond, où vous soyez. Veillez sur nous, veillez sur vos enfants, veillez sur vos proches, puis veillez sur papa aussi. Ouais. Le jour où j'ai décidé de reprendre du service avec ma contribution sur encore des minutes de divertissement pour ceux qui m'ont aimé ou ceux qui vont être de nouveaux amoureux de ce que je fais. J'espère qu'il va en avoir le plus possible. J'ai décidé d'appeler les podcasts Mario Grenier aime, et je veux terminer en disant Mario Grenier aime Jean-Marie Lapointe. C'était un plaisir de te recevoir comme premier invité des podcasts. T'es bien fin. Moi aussi, je t'aime, mon beau. Puis c'était à chaque fois des beaux moments à la radio quand on se voyait. Puis c'est pire, on n'est pas des chums, on va pas au restaurant ensemble, on se tient pas ensemble, ni à Québec, ni à Montréal, mais j'haïrais pas ça. Je t'avoue, là, je vais m'inviter en Floride ou je vais m'inviter à Québec, j'haïrais pas qu'on prenne une jasée à jaser, une soirée à jaser, sans micro, sans téléphone, sans caméra. Mais Jean-Marie, je veux juste que tu saches que tu es juste à 3h30 d'avion, mon ami. Ouais, mais on peut pas là. C'est pas le temps là. Ouais, exact. Jean-Marie Lapointe, merci. C'est pas une raison, non, mais c'est parce que c'est pas... Écoute, je fais les messages, mais c'est sûr que si c'était une question de vie ou de mort puis que je devais aller en Floride, j'irais faire un petit détour. Mais je te remercie de l'invitation puis je fais les beaux messages à papa, promis. On se dit à bientôt, mon ami. À très bientôt. Merci, mon chum. Hey, j'ai déjà hâte au deuxième podcast. Il y en a un de fait. Check. Mario Grenier aime. Un autre très bientôt. Salut.